sortie, mais je voudrais maintenant qu'on parle du budget. Parce que oui, la discussion va commencer à l'Assemblée nationale. Elle a commencé sur le budget de la nation, mais je voudrais ce matin qu'on soit extrêmement concret et qu'on parle du budget de la sécurité sociale. D'abord, un chiffre, c'est 680 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 680 milliards d'euros. Et l'objectif de ce budget est de ramener le déficit aux alentours de 17 milliards, alors qu'il était de 23 milliards d'euros en 2025. Je vous présente mes deux invités. D'abord, Grégory Leduc, vous êtes secrétaire fédéral pour la Fédération des services publics et santé Force ouvrière. Et puis Violette Spilbou, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée Ensemble pour la République du Nord. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Grégory Leduc. J'ai entendu un certain nombre de responsables politiques de gauche, de responsables syndicalistes, dire c'est la pire cure d'austérité en matière de santé qu'on ait jamais vue depuis des années. C'est excessif ou c'est la vérité ? Ce n'est pas du tout excessif, c'est la vérité. Je crois qu'il n'y a pas eu aussi bas depuis une vingtaine d'années. Ce budget, il faut se rendre compte, évidemment... 7 milliards d'euros d'économies sur la santé. Dont 1,1 milliard sur les hôpitaux publics. Mais ce qu'il faut expliquer aux usagers et aux professionnels de santé et aux agents publics, c'est qu'il va y avoir effectivement des conséquences sur le terrain. Parce que c'est facile de parler de 1,6, de parler de milliards, mais concrètement sur le terrain, ça veut dire quoi ? Encore des fermetures de services et de lits, encore des non-revalorisations pour les professionnels de santé, encore pas de protection sociale complémentaire non plus, des urgences qui vont encore s'engorger encore un peu plus. On a de la pénurie, on n'arrive pas à recruter, on a même des départs, puisque ne pas donner les moyens à l'hôpital public, c'est aussi faire des départs d'infirmières, d'aides-soignants, etc. Donc il est urgent que les députés et les sénateurs se mettent d'accord sur un budget ambitieux, parce que quand même c'est la vie de la population, des usagers, et on va avoir des conséquences très graves. Violette Spilbou, il y a quand même un décalage qu'il faut expliquer, qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire d'un côté, on écoutait les discussions hier en commission des finances, tout ce qui concerne la fiscalité des plus riches, la taxe Zuckman, le retour de l'ISF, la contribution sur les hauts revenus et les patrimoines, tout est rejeté. Et pendant ce temps-là, on demande aux Français de serrer la vis en matière de dépenses de santé, alors qu'il y a le vieillissement, alors que l'hôpital est à l'os déjà. Comment vous expliquez, comment vous allez tenir ce discours-là ? On ne demande pas plus aux plus riches, mais on demande plus à ceux qui sont malades. Je crois qu'on ne peut pas tenir un discours comme celui que vous venez de décrire. C'est pourtant ce qu'on entend. Dans le projet de budget du PLF 2026 initial, il y a une taxation notamment sur l'optimisation fiscale, sur ceux qui font des holdings pour échapper à l'impôt qu'ils doivent en France. Et ça a été rejeté en commission des finances. Il y a eu un moment, semble-t-il, de confusion extrême, même reconnue par le président Éric Coquerel, qui a fait que cet article a été rejeté, mais on a si encore un débat dans l'hémicycle. On est très très loin des 7 milliards d'euros d'économies qu'on demande sur la santé. Oui, parce qu'on a un budget, un équilibre global avec 31 milliards d'euros d'efforts qui doit être fait. Donc il faut une taxation effectivement sur les plus riches, et ça on sera nombreux à le défendre, y compris dans l'hémicycle quand les débats reviendront. Et il faut aussi certains budgets qui continuent d'être préservés, voire augmentés. Je pense au sujet de la défense, au sujet de la sécurité, au sujet de l'éducation nationale. Moi je sais qu'on est nombreux avec mes collègues à vouloir défendre le maintien des postes d'enseignants qui sont aujourd'hui proposés en suppression dans le budget par le gouvernement. Donc on va avoir encore des débats difficiles. Et sur la sécurité sociale, oui, je crois qu'en discutant avec les syndicats, avec les soignants, il faut être très vigilant. Il y a des économies à faire sur les rentes privées, sur les grands laboratoires, les grands cabinets de radiologie qui sont avec des investisseurs pour faire du profit. Et inversement, il faut préserver le métier d'infirmière, les urgences à l'hôpital public. Et il ne faut pas faire d'erreur dans ce budget de la sécurité Jérémy sociale. Trottin, on a beaucoup parlé du budget de la nation. Mon petit doigt me dit que c'est peut-être sur le budget de la sécurité sociale que les choses risquent d'être le plus tendu, le plus difficile. Vous l'avez observé, ce budget... Tout est irritant. Chaque ligne du budget, quasiment... En fait, tout fait mal. Tout fait mal. Voilà, tout fait mal. C'est le budget de la sécurité sociale. Et dès que vous enlevez la moindre petite brique, ça a des conséquences directes, parfois, sur la santé des Français. Parce qu'il y a la question des arrêts maladie qui vont être réduits en longueur. Les médecins vont plus pouvoir prescrire comme ils veulent, ni les hôpitaux. Il y a des questions aussi sur les affections longue durée. On ne pourra plus, finalement, obtenir d'indemnisation sur 3 ans, mais sur 1 an. Il y a la question aussi des arrêts maladie. Il y a la question de l'augmentation des franchises médicales, du remboursement chez les dentistes qui vont baisser.
le gel des prestations sociales. En fait, tout ça, c'est très concret pour les Français et ça se fait directement sur un public qui, en général, est en souffrance et parfois même bien souvent fragile mais là, et malade. il y a une majorité pour voter un tel budget. Moi, j'entends que c'est le budget proposé par le gouvernement, mais il va bien falloir... On nous a dit que tout à coup, la parole était au Parlement, que c'est les députés qui allaient... Mais ce que nous raconte Jérémy, les députés ne peuvent pas décemment voter ça. En plus, il peut y avoir à tout moment des élections. Il va falloir justifier tout ça devant ses électeurs. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de majorité pour voter ce budget que ce budget ressemble à cela. S'il y avait une majorité claire à l'Assemblée nationale, le budget de la nation, le budget de la sécurité sociale serait l'émanation d'un choix politique qui correspond soit à un réinvestissement, si je résume, dans les jeunes générations, soit un réinvestissement précisément dans l'armée, dans la police. Là, comme il n'y a pas de majorité, vous êtes obligé de saupoudrer un peu, c'est-à-dire de prendre le rabot, d'essayer de voir où est-ce qu'on peut retirer sans trop soulever de mécontentement, mais en sachant parfaitement que précisément c'est un budget qui ne pourra correspondre à personne. L'espoir de Sébastien Lecornu, c'est qu'à la fin, il y ait tellement de victoires pour les uns et les autres qu'il devienne impossible de voter contre ce budget. Le risque, c'est qu'il y ait tellement de défaites à contrario pour les uns et pour les autres qu'effectivement, personne ne le vote. Alors, on va revenir évidemment sur l'aspect politique, mais d'abord, je voudrais que vous écoutiez ce que disait il y a quelques instants à mon micro François Ruffin. Lui, dans le budget de la sécurité sociale, ce qu'il a pointé, c'est les efforts que l'on demande aux handicapés et aux malades de longue durée. Écoutez. Ce qu'il y a là, pour les personnes en situation de handicap dans ce budget, moi, je viens tirer la sonnette d'alarme chez vous. Parce qu'on a à la fois le gel de l'allocation adulte handicapé et on a le doublement des franchises médicales pour tous les malades. Mais ça pèse bien évidemment davantage pour ceux qui sont malades de longue durée. Ça serait un recul dans notre humanité que de faire un tel budget et d'aller sur une telle pente concernant les personnes en situation de handicap. Je vous pose la question franchement, Violette Spilbous, c'est raisonnable de demander des efforts à ceux d'entre nous qui sont a priori les plus faibles, les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les malades de longue durée? Sérieusement, on peut faire ça? Bien sûr, quand on entend François Ruffin, on est révolté par des mesures d'efforts uniquement sur les handicapés. Vous aussi, vous êtes révolté. Bien sûr. Donc vous ne pouvez pas laisser par exemple, passer ça. le gel des prestations pour l'allocation adulte handicapé, moi je m'y opposerai, plusieurs de mon groupe vont s'y opposer. Mais il ne faut pas oublier des choses, c'est que dans un budget, il y a aussi bien sûr des dépenses, il y a des économies, mais il y a des dépenses. Le 1er décembre, va être mis en place une loi dont on est fier, qui a été votée en transpartisan, le remboursement à 100% des fauteuils pour les personnes en situation de handicap, même les fauteuils qui sont les plus chers. Ça, ce sera voté? Et ça a déjà été voté et c'est mis en place le 1er décembre. Et donc, ça va avoir un coût dans le budget handicap autonomie qui est présenté pour 2026. Je vous pose la question parce qu'il y a une loi qui a été votée au début du mois de janvier concernant la pathologie de cancer du sein. Les décrets d'application ne sont toujours pas entrés en vigueur. Et donc, toutes celles qui sont concernées attendent de savoir si elles peuvent être remboursées. Voilà, donc il va y avoir ces dépenses nouvelles aussi dans le budget. Le remboursement 100% des fauteuils roulants, mais aussi plus 4500 personnes équivalentes temps plein dans les EHPAD, parce qu'on a le sujet du vieillissement. Et donc, il y a des choix budgétaires, aussi 10 000 logements partagés en plus pour les personnes en perte d'autonomie. Quand la ministre handicap autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, présente le budget, il y a aussi des avancées qu'on doit financer dans le budget. Donc, il y a des économies certainement à faire sur les franchises médicales, mais dont 18 millions de personnes sont aujourd'hui exemptées, qui n'ont pas, par leur situation sociale, à payer les franchises médicales. Donc, il y a un certain nombre de propositions pour financer ces mesures nouvelles au sein d'un budget handicap autonomie qui, au global, en 2026, augmente quand même dans un contexte très difficile. Donc, comme le disait Madame Natrousse, c'est vraiment une question d'équilibre et de là où on arrivera à convaincre la majorité de députés. Moi, je sais que le sujet du handicap et de l'autonomie, je vais y être très vigilante. Vous avez parlé tout à l'heure, Grégory Leduc, de la situation de l'hôpital. Au-delà de l'hôpital, il y a ceux qui fréquentent l'hôpital, les malades, et les malades, parfois, ils ne vont pas à l'hôpital, c'est les malades qui vont aussi voir la médecine de ville, ce sont des pathologies de longue durée, des gens qui doivent s'organiser avec leur maladie tout au long de la vie à leur domicile. Ça, vous en parlez aussi? C'est un sujet de préoccupation?
Mais c'est un sujet de préoccupation parce qu'évidemment, normalement, on doit voir son médecin traitant avant d'aller à l'hôpital. Le problème, c'est que des médecins traitants et ceux qui sont notamment en infection longue durée n'ont pas forcément un médecin traitant disponible. Et donc, ils se retrouvent aux urgences. Mais pour revenir là à ce budget, c'est le budget du coup de rabot. En fait, on a mis des économies un peu partout pour dire advaille que pourra. Sauf qu'on va avoir des conséquences directes sur des pertes de chance pour les usagers et on va encore avoir des professionnels de santé aujourd'hui et autres de santé aujourd'hui qui vont se retrouver, c'est-à-dire à quitter l'hôpital parce qu'ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, être infirmier, par exemple, ça a du sens. Mais le sens que l'on donne au travail d'infirmier aujourd'hui n'a plus de sens. Et on va encore avoir des infirmiers qui vont partir. Vous savez, aujourd'hui, on a 70 000 professionnels de santé qui n'exercent pas parce qu'ils ne supportent plus. Parce que vous savez, on n'est pas une entreprise, on n'est pas un hôpital-entreprise. On travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des boîtes de conserve. Et quand je regarde ce budget, en fait, on a l'impression qu'on est dans une industrie. On dit, bon, bah là, on fait coup de rabot là, coup de rabot là. Alors que ce soit sur les handicapés, sur l'autonomie, sur les EHPAD. Alors les EHPAD, je veux bien qu'il y ait des efforts de fait. Mais il y a 70% des EHPAD qui sont en déficit. Il manque de personnel, on fait des toilettes une fois par semaine. Qu'est-ce que vous voulez de plus catastrophique que ça ? C'est intéressant, Stéphane Bureau, parce que quand je vous entends, d'ailleurs tous les deux, vous pouvez être en désaccord sur certaines choses, mais vos propos se rejoignent. J'ai l'impression, en vous écoutant tous les deux, que en fait, il faudrait engager sans doute des milliers d'agents publics dans cette partie de la fonction publique, à l'hôpital, dans les EHPAD, et, alors qu'on est en train de faire des économies de bout de chandelle qui sont très difficiles à faire avaler. Avec quelque chose d'absolument irréconciliable, c'est-à-dire qu'on nous parle aussi de la nécessité impérative d'augmenter les budgets de la défense et d'embaucher du côté de la défense. Et on n'a pas commencé à mesurer ce que ça signifie. Et il y aura des arbitrages extraordinairement douloureux. Je pense qu'on est au début d'un grand frisson, mais j'avais pour vous une question, puisque vous parliez du nombre de médecins traitants qui va diminuant. Est-ce qu'on a calculé le coût de ce que l'absence de ces médecins traitants a, puisque c'est l'hôpital qui prend le relais directo? Le coût, je ne l'ai pas en tête, mais dans tous les cas, plus vous allez moins vite chez un médecin pour faire de la prévention, en fait, parce que c'est vrai que déjà qu'il y a un budget de prévention qui n'existe pas à la sécurité sociale, ou très peu. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on retarde le soin, et ce qui se passe, c'est qu'on les retrouve aux urgences, et d'autres, ils sont débordés. Et derrière, on fait du curatif, et on fait donc des frais qui coûtent beaucoup plus cher. Et si en amont, on les soignait beaucoup plus vite, évidemment, on ferait des économies. C'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Il faut d'abord investir en santé, énormément, mettre des milliards sur la table, pour qu'à un moment, avec la prévention, on retrouve des économies dans quelques années, et là, on fera des économies sur le budget de la sécurité sociale, et on aura une population en meilleure santé. Vous confirmez ce que disent d'ailleurs la plupart des médecins, à savoir qu'on est formidable pour soigner, et qu'on est nul, pardon de l'adjectif, mais qu'on est nul pour faire de la prévention. Il ne faut pas oublier politiquement que l'année dernière, Michel Barnier, il est tombé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, Laurent le disait, on parle beaucoup du projet de loi de finances classique, mais le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui montre que c'est d'autant plus irritant, par exemple, c'est sur ce texte-là que le Premier ministre, l'année dernière... Il y a une petite différence, Guillaume, avec l'époque Michel Barnier, c'est que là, il n'y a pas de 49.3. Absolument. Et que donc, tout est ouvert, et que chaque prise de position de chaque député va être scrutée. Il peut y avoir une motion de censure spontanée, c'est-à-dire qu'au-delà même du 49.3 qui traditionnellement génère chez les oppositions une motion de censure, il y a la possibilité aussi pour les députés de déposer d'eux-mêmes, sans même qu'il y ait de 49.3, une motion de censure en considérant qu'un texte va trop loin ou qu'un gouvernement va trop loin. Moi, la question que j'ai à vous poser tous les deux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est que dans les faits, on sait traditionnellement que c'est le texte le plus difficile. La dépense sociale, c'est 30% du PIB à peu près en France. Et on a une population... Le budget de la sécurité sociale est plus important que le budget de la nation lui-même. Oui. Parce que dans le budget de la sécurité sociale, il y a l'assurance maladie, la santé, mais il y a aussi les retraites. Et que ces deux blocs mis bout à bout, c'est précisément là où j'allais en venir, Laurent Neumann, milliards d'euros. C'est qu'un tiers de la richesse produite chaque année en France est transférée dans de la dépense sociale. Est-ce que vous en voulez à ceux qui ont voté des budgets avant vous et qui n'ont pas notamment anticipé le vieillissement de la population? Parce que les retraites, la santé, on sait aussi que c'est des populations plus âgées qui, de fait, vont davantage solliciter, par exemple, les services de santé, parce qu'en fin de vie, on accumule un peu plus de tracas de santé. Est-ce que vous en voulez à ceux qui vous ont précédé ou dites « ils nous ont menés au précipice » ? Écoutez, je vais d'abord répondre en premier, excusez-moi, mais ça fait 30 ans qu'on fait des réformes hospitalières, qu'il y a des grands plans, loi HPST, plan hôpital 2007, loi de transformation. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que tout le monde a la solution. Quand on écoute, nous, on voit dans les cabinets et au ministère de la Santé, par exemple, les mêmes qui nous disent, les mêmes qu'on voit aujourd'hui, c'était les mêmes qu'il y avait hier, il y a 20 ans, parce qu'on voit que c'est les mêmes personnes. Ils nous disent qu'ils ont tous la solution, et quand on arrive aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas la solution, puisqu'on est en déficit. Mais là où vous pointez, je pense...
les choses, c'est que la population elle vieillit, on le sait. Les pathologies chroniques augmentent, l'âge moyen augmente aussi. On ne peut avoir que des dépenses supplémentaires. Et en plus, on a l'innovation et les traitements thérapeutiques nouveaux et le progrès aussi. Ça ne peut que augmenter. On ne peut pas expliquer à la population qu'il faut diminuer, puisqu'on sait que par le progrès, par le vieillissement de la population, ça va arriver. Donc on savait qu'on allait être dans le mur. Et les politiques, et là je le fais au sens large, en plus, vous savez, on est à l'aise parce qu'on est libre et indépendant, on est assez à l'aise avec ça. Les politiques n'ont pas pris la mesure parce qu'ils n'ont vu le budget de la sécurité sociale que comme des coups de rabot, que comme des économies et certainement pas comme un investissement sur la population. Et du française. coup, Violette Spilbouche complète la question de Néla Latrousse. Il y a ce qu'on appelle, c'est un acronyme difficile à comprendre, l'ONDAM, l'objectif de dépenses d'assurance maladie, l'objectif national. Normalement, en temps normal, ça augmente de 4% mécaniquement tous les ans, notamment à cause du vieillissement de la population. Là, tout à coup, on dit « Ah non, c'est fini ». 1,6 seulement, mais c'est-à-dire 3 fois moins. C'est énorme comme demande d'économie. Comment, dans la situation qu'on décrit à l'hôpital, les déserts médicaux, le vieillissement de la population, comment on peut demander un tel effort d'un seul coup ? Mais c'est en regardant ce qui s'est passé les dernières années, vous posiez la question, c'est 7 ministres de la Santé depuis ce mandat présidentiel. C'est une instabilité qui fait que sur la prévention, on n'a pas parfois le courage d'augmenter la dépense, par exemple pour investir dans des machines de radiologie innovantes partout sur le territoire pour faire des mammographies ou d'autres examens de prévention beaucoup plus tôt pour éviter des dépenses de santé plus lourdes après avec le vieillissement de la population. On est en retard même sur l'équipement dans des machines de détection des maladies. On parle beaucoup des dépenses qui explosent, très bien, oui. Notamment à cause du vieillissement de la population. Je n'entends personne parler des recettes. Peut-être qu'il y a un problème de recettes. Nous sommes désormais 70 millions d'habitants avec une population qui vieillit. Tous ces éléments démographiques, on les connaît depuis des décennies. Oui. C'est la seule chose qu'on peut prévoir quand on est un responsable politique. Oui, donc c'est pour ça. Le financement de la dépendance, ça fait des années qu'on entend les responsables des politiques. Et d'ailleurs, il y a eu des débats très difficiles. Je me souviens des propositions de Jérôme Guedj du Parti socialiste sur la loi Grand Âge qui considérait que le groupe Sarkozy, en 2008, fait des choses qui n'étaient pas suffisamment ambitieuses. Donc oui, si vous posez la question, moi je pense que sur les dernières années, on n'a pas eu assez de courage politique sur la prévention et l'anticipation du grand âge et qu'on en paye aujourd'hui le prix avec des débats qui sont très difficiles. Et moi je crois que quand aujourd'hui on veut faire des économies, par exemple sur de l'investissement d'avenir pour la prévention, il faut être très vigilant parce qu'au contraire, on peut créer des nouvelles dépenses dans les années à venir et on aura des choix. Par exemple, il y a une proposition du gouvernement de créer 5000 maisons de santé. C'est une vraie dépense publique pour permettre à des médecins de se réinstaller dans des déserts médicaux. Est-ce que ça va être accepté par le Parlement ou pas? Ou est-ce qu'on va plutôt choisir de baisser le coup de rabot sur les hôpitaux publics? On est vraiment dans le sujet du débat budgétaire. En fait, c'est la cohérence politique, c'est-à-dire qu'il y a eu le Ségur de la santé, on a quand même mis de l'argent sur l'hôpital pour dire cette année on enlève 1,6 milliard, 1,3 milliard. Et là, c'est pareil, sur la question de la santé, c'est une des priorités des Français. Sébastien Lecornu 1 fait son premier déplacement sur la création finalement de ces maisons de santé. Et là, on revient finalement sur des mesures dans lesquelles on demande à faire des économies. De lutte contre les déserts médicaux aussi. Oui, mais on demande à faire des économies quand même assez sévères. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui coûtent en réalité à la sécurité sociale. Nous, on propose des économies sur les dépassements d'honoraires, par exemple. Il y a le mal-être au travail aussi, parce que les arrêts maladie, ça fait partie du mal-être au travail. Les accidents du travail aussi. Et ce que je trouve bizarre, moi, dans ce budget-là, c'est qu'on demande à la Sécu de faire des économies, mais on ne demande pas, par exemple, de reverser soit une partie de ces fonds, soit de demander aux entreprises d'améliorer la qualité au travail. Parce que c'est exactement le même débat qu'on a eu sur la réforme des retraites il y a quelques années. C'est la question de la prévention. Et c'est le même débat qu'on a eu aussi sur la question des 2 jours fériés. Pourquoi les gens ne voulaient pas travailler 2 jours de plus? Parce que le travail est devenu trop dur. Donc en fait, il y a aussi ça à réfléchir. Il n'y a pas que l'âge, il y a aussi les conditions de travail qui aujourd'hui pèsent sur les salariés. Merci d'être venu nous voir. On va continuer à parler du budget de la sécurité sociale, mais sous un autre biais, celui des retraites. Parce que oui, le président de la République a remis une petite pièce dans la machine, tout semblait se dérouler normalement, et puis voilà, il dit non, il n'y a pas d'abrogation, il n'y a pas de suspension. On va évidemment parler de tout ça avec mes camarades, et on parlera aussi des musées qui deviennent la cible désormais des malfrats. On va tout vous dire de ce qui s'est passé au musée de Langres.